Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Alors aujourd'hui, on va parler des topologies d'équipe. Alors qu'est-ce que ça veut dire topologie d'équipe? C'est un mot un peu savant pour dire organisation des équipes, par exemple au sein du train. Alors dans ce slide, j'ai pas mis le terme safe dans le titre et dans le titre de la vidéo je ne mettrai pas safe parce que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui ce n'est pas spécifique de la méthode safe. C'est valable pour n'importe quelle organisation d'une certaine taille en fait, qui contient plusieurs équipes qu'il faut organiser. Mais bien sûr, c'est très lié à Safe. Alors d'ailleurs, je vais reprendre le plan. Je rappelle que cette vidéo elle s'inscrit dans une série de vidéos. C'est une sorte de cours avec tout un tas d'étapes. Donc je vous conseille de regarder les vidéos précédentes si vous ne les avez pas déjà vues, notamment sur Safe, introduction par rapport aux différents niveaux d'échelle, donc team, train, large solution et portfolio. L'aspect itératif, c'est tout ce qui va être sprint ou itération API. Et surtout, la vidéo d'avant, c'est les rôles de Safe. Au sein d'un train Safe, qui peut être assez gros, qui peut faire plus de 100 personnes, on va avoir plusieurs équipes. Au sein de ce train et de ces équipes, il va y avoir des rôles spécifiques. Et maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui via topologie d'équipe, c'est quelques organisations possibles d'équipes. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, on ne va pas aller très profondément là-dedans, parce que cette série de vidéos, elle s'adresse avant tout aux débutants dans l'agilité à l'échelle. Et donc on va pas faire quelque chose de très avancé, mais on pourrait se poser la question du coup, pourquoi faut-il connaître ces histoires de topologie d'équipe? Parce qu'après tout, si vous êtes développeur, étudiant ou jeune Scrum Master, peut-être que ça vous intéresse pas parce que ces histoires d'organisation en équipe, d'organisation du train, ça va être décidé par les chefs, entre guillemets, ou les leaders du train, ou ceux qui sont chargés de mettre en place tout ça. Et vous n'allez pas forcément avoir votre mot à dire ou ni même un avis sur comment on doit organiser les choses parce que c'est quand même un niveau assez élevé. Mais ceci dit, il faut quand même connaître ces concepts de base. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il faut les connaître. C'est parce que, en fait, les interactions et la communication à l'intérieur d'une organisation à l'échelle, à l'intérieur d'un grand projet, sont vraiment essentielles. Et pour savoir comment échanger à l'intérieur de ce projet, il faut avoir un minimum connaissance de quelle est l'organisation de ce projet. Donc, la première partie, pourquoi il faut savoir, elle va se dérouler en plusieurs étapes, plusieurs slides. Donc, tout d'abord, ce slide d'introduction. Je vous ai remis ici en haut un extrait du Manifesto for Agile Software Development. C'est une des 4 phrases principales qui constituent ce manifesto. Individuals and interactions over process and tools. Les individus et les interactions sont plus importants que les process et les outils. Donc, le mot qui va nous intéresser, alors individu, et ça va être interaction également. Ici, je vous ai fait des petits diagrammes. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est des diagrammes d'interaction de Moreno, mais c'est à vérifier. En tout cas, c'est extrêmement simple. Je vous mets un certain nombre de personnes. Donc ici 2, ici 3, ici 4, ici 5, donc 6, 7, 8, 9 jusqu'à 10. Et pour chacun de ces groupes de personnes, je trace un trait entre toutes les personnes de ce groupe qui vont symboliser les interactions possibles. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une interaction? Ça peut être tout simplement le fait de parler à quelqu'un, les échanges qu'on va pouvoir avoir avec une personne pour parler de ce qu'on a à faire avec cette personne, d'un sujet technique, fonctionnel ou autre dans le cadre du projet. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les interactions, elles augmentent assez rapidement. Déjà, avec 10 personnes, on a 45 interactions. Donc, 10 personnes, on pourrait dire, c'est la taille maximale d'une équipe agile.
Donc il y a déjà 45 interactions possibles à l'intérieur d'un petit groupe de 10 personnes. Donc ici, je vous ai mis la formule qui permet de donner le nombre d'interactions. Donc c'est nn-1 sur 2. Donc vous vous en souvenez peut-être si vous... Donc c'est une formule qu'on apprend à l'école en cours de probabilité, par exemple. Et je vous ai mis dans le tableau, alors j'ai pas fait au-delà de 10 personnes, j'ai pas fait le schéma parce qu'il y aurait vraiment trop de traits. Mais pour un train, par exemple, de 150 personnes, donc un train safe, qui est un petit train, hein, on pourrait dire il y a 5-6 équipes dedans, ça représente déjà 1225 interactions. Donc ce qui est pas mal. Et pour une large solution qui serait composée de plusieurs trains, donc par exemple 150 personnes, ou ça pourrait même être un seul train, un seul gros train de 150 personnes, on a 11 175 interactions. Donc ce qui fait que en fait, plus le nombre de gens augmente, plus il va être compliqué, voire impossible, que les interactions se fassent directement de personne à personne. Tout le monde ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Parce que si tout le monde parle à tout le monde dans un train de 50 personnes par exemple, bah, ça fait 1225 interactions, donc ça veut dire que chaque jour il y a 1225 conversations qui doivent se dérouler, et donc c'est beaucoup, c'est trop, et bon, par exemple ce qui signifie que chaque personne doit parler à 49 autres personnes dans la journée. Donc c'est pas possible, même si la communication est très importante en agilité. Si on doit communiquer, échanger directement de manière individuelle et en face-to-face idéalement, quand la taille d'une organisation augmente, ça va pas être possible de le faire comme on pourrait le faire dans un petit groupe. Donc je vous fais un petit rappel sur la différence entre les méthodes traditionnelles et la méthode Scrum. Et on va voir ensuite les différences par rapport aux interactions. Donc dans les méthodes traditionnelles, c'est assez... alors méthode Scrum qui est représentative des méthodes agiles en général, mais je prends Scrum pour l'exemple. Ça pourrait être autre méthode agile. Dans les méthodes traditionnelles, ça va être assez pyramidal, top-down, et ça va passer par un maître d'œuvre principalement, donc ce qu'on appelle plus communément le chef de projet, qui va interagir avec les développeurs, mais pas forcément individuellement en leur parlant, mais via des documents, par exemple un document de spécification technique ou de spécification fonctionnelle qui vont être fournis aux développeurs, et les développeurs vont se charger à partir de ce document de développer tout simplement ce qui est demandé, mais ils ne vont pas forcément parler tous les jours au maître d'œuvre ou à l'architecte. Dans la méthode Scrum, c'est un peu différent, même c'est assez différent. Ça va pas être top-down, ça va être top-down et bottom-up, ça va aller dans les deux sens, donc tout le monde va pouvoir parler avec tout le monde. L'architecte ou le leader technique ou la leader technique va être intégré ou du moins beaucoup plus proche de l'équipe. On a le Scrum Master qui est au plus près de l'équipe, et la Product Owner ici qui est pas dans l'équipe normalement, mais qui va être disponible en interaction très régulière avec toute l'équipe. Donc là, c'est possible. Donc là, bon, là c'est pyramidal et ça passe par des documents hiérarchiques. Là, c'est pas hiérarchique et ça passe plutôt par des échanges dans certains meetings. Et ça va être possible d'échanger en face-to-face dans une petite équipe agile. Donc maintenant, pour les petits projets, de toute façon, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Mais pour les grands projets, comment on fait? Alors, parce que c'est ce qui nous intéresse, les grands projets, dans le cadre de l'agilité à l'échelle, bien sûr. Donc échelle, ça veut dire plusieurs tailles de projets et principalement grande taille. Parce que pour les petites tailles, on a déjà les méthodes qui fonctionnent très bien à petite échelle. Pour les grands projets, dans les méthodes traditionnelles, comme par exemple Waterfall, Cascade, ça ne va pas être très compliqué. On va juste rajouter un étage à la pyramide. Donc la maîtrise d'ouvrage qui représente le client, qui représente l'expression du besoin, ce qui doit être fait. Donc ça ne change pas, ça peut toujours être une seule personne, ou peut-être un groupe de personnes, mais bon, partons d'une seule personne.
Elle va s'adresser non plus directement à un chef de projet qui va, donc un maître d'œuvre qui va diriger une équipe, mais un directeur de projet. Donc un directeur de projet, c'est quelqu'un qui va avoir sous sa responsabilité plusieurs équipes. Chacune des équipes va être entre guillemets dirigée par un chef de projet, animé par un chef de projet, mais là aussi ils vont échanger avec les équipes principalement via des documents de spécification. Donc là, on voit cet étage de la maîtrise d'œuvre, ça va être qui s'est étoffé, donc ça va être le directeur de projet qui va se coordonner avec ses différents chefs de projet, une architecte logiciel ici qui va intervenir sur l'architecture du projet. Alors si c'est un gros projet, il peut y avoir plusieurs architectes logiciels, hein. Ça peut être une petite équipe, mais en tout cas assez resserrée et qui vont se charger de produire des documents qui vont redescendre jusqu'aux développeurs qui vont exécuter le plan qui est fourni. Donc il n'y a pas du point de vue de chaque développeur, il n'y a pas plus d'interaction sur un grand projet que sur un petit projet, parce que le développeur va être en interaction surtout avec les documents, éventuellement avec le chef de projet, et voilà, ça va rien changer du point de vue des développeurs. Donc il y a juste ce niveau-là qui va être assez important, parce qu'il va structurer le projet à une certaine échelle, mais du point de vue du développeur, ça ne change rien, et pareil, du point de vue des interactions, ça ne va rien changer. Maintenant, si on est sur un petit projet agile en Scrum, comme je l'ai déjà, alors par exemple en Scrum, comme je l'ai déjà expliqué, les gens vont se parler directement, voilà, de vive voix, et pourront tous se parler au sein de certaines réunions, comme le daily meeting, l'iteration planning, le backlog refinement, mais en fait, je les ai mis dans la slide suivant. Donc là, vous avez ici tous les meetings, où la plupart des gens sont présents. La plupart des gens sont présents. Alors la PO, elle va être principalement présente dans le backlog refinement, éventuellement dans l'iteration planning, également dans la démo. Donc en fait, presque tout le monde sera présent à tous les meetings. La rétrospective, c'est plus pour l'équipe. Normalement, il n'y a pas la PO. Le daily meeting, bon, ça peut se discuter. Mais en tout cas, il y a les meetings très réguliers, hein, à chaque itération, à chaque sprint, les gens auront la possibilité d'échanger. Alors, donc là, on est toujours sur le petit projet de l'équipe agile de moins de 10 personnes. Alors maintenant, comment ça va se passer si on est sur un grand projet en agile, c'est-à-dire en safe, parce que là, on est sur safe. Donc c'est l'objet de cette série de vidéos. Donc je reprends ici le slide que je vous ai présenté dans la précédente vidéo sur les rôles safe. Donc vous avez en bas toutes les équipes. Donc là, il y a 4 équipes. Et au milieu, les rôles du niveau train. Alors si on est dans une démarche agile, normalement, les gens doivent communiquer librement, pouvoir donner leur avis, et pas seulement en top-down, mais aussi en bottom-up. C'est-à-dire qu'un team member doit pouvoir s'adresser éventuellement au système architecte, aux shared services, éventuellement au product manager, peu importe, à n'importe qui en théorie. Mais là où dans une petite équipe agile de 10 personnes, ça peut se faire très facilement, donc dans les réunions qui sont prévues pour ça, dans un train, ça ne va pas être aussi facile, et notamment par exemple pour échanger avec une autre équipe. Donc, il va falloir, alors malgré tout, les développeurs, les team members vont avoir cette liberté de pouvoir échanger. Alors pas forcément dans des réunions planifiées à cet effet, même si on le verra plus tard, il y a quand même des réunions, des événements, des cérémonies dans la méthode SAFe où tout le monde est rassemblé, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, c'est des itérations de type Scrum où les personnes, les team members côtoient seulement les personnes de leur équipe, le Scrum Master, le Product Owner, etc. Éventuellement Business Owner au cours des démos. Malgré tout, c'est quand même encouragé de communiquer directement et d'avoir une connaissance de l'ensemble de l'organisation, donc ici du train. Donc c'est pour ça que donc là je vous ai mis des flèches qui symbolisent la communication. Donc tout est permis, tout est possible en fonction des besoins.
Là où dans une méthode traditionnelle, la communication passerait par des documents qui sont créés par le chef de projet, donc les documents descendent par voie hiérarchique. Ici, en principe, tout le monde peut parler avec tout le monde en fonction des besoins. People and Interactions over Process and Tools, hein, c'est la première ligne du manifesto for Agile Software Development. Mais pour pouvoir communiquer avec tout le monde, il va falloir connaître un minimum les différentes équipes et cette organisation. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir ce que je vais vous présenter aujourd'hui sur alors les topologies d'équipes. Bon, moi on pourrait appeler ça organisation du train en équipe. Donc voilà, comment s'y retrouver là-dedans s'il y a 100 personnes. Donc là ici j'ai demandé à l'IA de générer une image, je voulais mettre Astérix et Obélix dans la maison des fous dans les 12 travaux d'Astérix. Donc c'est ce qu'a généré l'IA, donc c'est pas Astérix et Obélix pour des raisons de droit d'auteur. L'IA ne peut pas faire Astérix et Obélix. Bon là on dirait plutôt des Romains, mais en tout cas l'idée elle est là. Comment on s'y retrouve? Alors comment on s'y retrouve, c'est en ayant connaissance de l'organisation dans laquelle on se situe. Et pour avoir connaissance de l'organisation dans laquelle on se situe, il faut avoir un minimum de connaissances justement sur les grands principes d'organisation. Donc ces grands principes, je vais vous les expliquer maintenant. Alors ça va être assez simple, on ne va pas rentrer vraiment trop dans le détail. Je vais vous expliquer les concepts de component team et de feature team. Alors pour expliquer ça, pour illustrer tout ça, je vais partir d'un exemple très concret. Donc on imagine qu'on est sur un train safe, qui a pour but de développer une application qui est un site de vente en ligne. Donc quelque chose de très classique. Alors le site de vente en ligne que l'entreprise va devoir développer, on peut le prendre par deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect technique. L'aspect technique, ici je vous propose que ce site soit développé avec les outils et les technologies suivantes. Donc un back-end qui va être constitué de bases de données et d'une API REST, donc par exemple développé en Java. Ensuite un site web qui correspondra au site de vente en ligne et qui va s'appuyer sur le back-end pour accéder aux produits, pour gérer l'ensemble. Donc le site web par exemple il pourrait être en Angular, et puis une appli mobile Android. Qui sera aussi un autre front, qui ne sera pas un front web, mais qui va s'appuyer sur le même back-end. Donc ça, c'est quelque chose de très classique. Et pour la partie, l'autre aspect, l'autre grille de lecture, ça peut être la grille de lecture fonctionnelle. Donc la grille de lecture fonctionnelle, donc dans notre site de vente, on va avoir trois principales fonctionnalités. Un site de vente qui va permettre de rechercher les produits, de lister des articles en fonction de la recherche par exemple, de consulter la fiche d'un article et de gérer un panier pour l'ajouter au panier. La deuxième grande partie fonctionnelle de notre site de vente, ça va être un back-office vendeur. Donc ça c'est l'interface d'administration qui va permettre aux vendeurs de produits de créer les fiches produits d'un article, de gérer les stocks, éventuellement gérer les commandes. On peut imaginer tout un tas de choses. Là j'ai mis un exemple simple, parce que pour illustrer. Mais on peut imaginer étoffer tout ça. Donc ça c'est un peu Amazon en réalité, mais ça peut être aussi n'importe quel autre petit site de vente qui utilise les mêmes concepts. Puis troisième partie fonctionnelle, par exemple profil utilisateur, donc avec l'adresse d'expédition, les moyens de paiement de l'utilisateur, peut-être un programme de fidélité, etc. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on va demander à notre site web de faire. Alors site web et application mobile. Donc on va s'organiser en équipe. Au sein d'un train safe, on imagine que l'entreprise est en agilité à l'échelle et l'entreprise qui va devoir développer cette application va s'organiser dans un train safe. Et on va pouvoir imaginer deux découpages différents par rapport à ces contraintes techniques ou fonctionnelles. Le premier découpage, c'est extrêmement simple, c'est par rapport à des aspects techniques, component team. Donc on va décider de faire une équipe pour l'appli mobile, donc chaque carré, chaque rectangle foncé avec une bordure foncée va correspondre à une équipe. Donc on aura une équipe pour réaliser l'appli mobile,
Donc au sein de cette équipe, elle va réaliser les 3 features de vente de back-office et de profil. Une autre équipe qui va réaliser le site web, pareil, qui va développer toutes les fonctionnalités de notre site de vente en ligne. Et une troisième équipe qui va réaliser le back-end pour l'ensemble des fonctionnalités. Donc voilà, un découpage par rapport aux aspects techniques. Alors l'autre possibilité, donc ça la première chose c'est Component Team. L'autre possibilité d'organisation en équipe, ça va être Feature Team, découpage par rapport à des fonctionnalités. Donc chaque équipe va être en mesure de développer entièrement une feature avec tous ses aspects techniques. Donc il va y avoir une équipe vente qui va à la fois fabriquer le back-end, le site web et l'appli mobile dédié à la vente, le site de vente. Une autre équipe va faire la même chose mais pour le back-office administrateur pour que les vendeurs puissent mettre leurs produits et décrire leurs produits et gérer leur stock. Et une troisième équipe va s'occuper de la partie profil utilisateur, donc pour gérer les informations des utilisateurs. Donc chacune de ces équipes va faire à la fois l'appli mobile, le site web et le back-end, mais uniquement cantonné à sa partie fonctionnelle bien précise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une feature team. Donc ces deux concepts, ils sont assez importants parce que c'est ce qu'il y a de plus simple qu'on peut imaginer en termes d'organisation en équipe. Soit on va découper par rapport à des aspects techniques, soit on va découper par rapport à des aspects fonctionnels. Donc, on reste sur Feature Team et Component Team. Et chacun de ces découpages a des avantages et des inconvénients. Ici, c'est un petit tableau récapitulatif qui va vous lister tous ces avantages et ces inconvénients. Alors, ça va être un petit peu fastidieux, mais je vais quand même les lire et vous en parler un peu. Donc, partons d'abord de la Component Team. Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Alors, la Component Team va être spécialisée techniquement, ça veut dire que dans chaque équipe, on va avoir pour la partie back-end que des développeurs back-end, par exemple que des développeurs Java et bases de données éventuellement. Pour la partie web, on va avoir que des développeurs web Angular. Pour la partie mobile, on va avoir que des développeurs mobiles. Donc chaque équipe va être spécialisée techniquement. Donc ce qu'elle va produire normalement va être de bonne qualité technique parce que les gens sont spécialisés dans ce domaine, donc ils connaissent très bien, en plus ils sont plusieurs, donc voilà. Ensuite, l'autre avantage, ça va être que chaque équipe va avoir une vision fonctionnelle d'ensemble. L'équipe va avoir la connaissance de toutes les fonctionnalités, donc que ce soit site web, back-office, profil utilisateur. Donc l'organisation des features donc à l'intérieur de chaque composant va être cohérente et harmonieuse. Donc ça, c'est important. Dans les applications, dans les grandes applications complexes, on peut parler de workflow, de parcours utilisateur, et on veut que quelque chose soit cohérent, organisé de manière cohérente. J'arrête pas de le dire, moi après je suis pas expert dans ce domaine, mais on veut pas par exemple que l'expérience utilisateur soit radicalement différente quand on passe par exemple du site de vente au panier. On ne veut pas aller dans une autre application qui n'a rien à voir alors panier, je l'ai mis dans le site de vente, mais au profil utilisateur par exemple, on ne veut pas aller dans une autre application qui n'a rien à voir au moment de saisir notre adresse, etc. On veut que tout soit cohérent. Donc avec une component team, normalement ça le sera d'un point de vue fonctionnel. Et ensuite, va aussi avoir une cohérence technique au sein de chaque technologie. C'est-à-dire que tous les services de back-end vont être cohérents techniquement. Tous les services de front-end aussi, c'est-à-dire que toutes les parties, toutes les fonctionnalités vont être cohérentes techniquement et bien s'intégrer au sein de l'application. Alors, ça c'est pour les avantages. Les inconvénients, vu que les équipes sont séparées par rapport à des aspects techniques et spécialisées sur une certaine technologie, il va y avoir des dépendances techniques entre les équipes.
Exemple très concret, le front-end et l'appli mobile vont devoir s'appuyer sur des web services définis par le back-end, écrits par le back-end. Donc ça veut dire que ces web services, s'ils ne sont pas développés par exemple, ça veut dire que l'équipe front-end ne pourra pas les utiliser dans ses tests ou ne pourra pas s'appuyer dessus immédiatement et va peut-être devoir attendre. Donc ça peut faire un goulot d'étranglement et de même il va falloir que ces dépendances soient gérées et aussi que les équipes se mettent d'accord sur certains aspects techniques. Ensuite, j'ai écrit moins aligné avec les enjeux métiers. Donc là, j'ai mis un business owner et un développeur avec un petit signe de désalignement. Alors, c'est-à-dire que chaque équipe, sa priorité, ça va être avant tout un enjeu technique avant d'être un enjeu métier. Donc, elle va d'abord penser par rapport à des contraintes techniques. Donc, si y a des discussions par rapport à certains enjeux métiers, l'équipe va être moins focalisée dessus parce que de toute façon, elle va avoir plusieurs aspects métiers différents à concilier au sein d'une base technique et ça va être plus difficile de s'aligner par rapport à des enjeux métiers bien précis ou des demandes du métier. Donc voilà. Ça, c'est l'inconvénient de la component team. Maintenant, si on passe à feature team. Alors, avantage inconvénient, ça va être un peu le contraire de la component team. Donc, le premier avantage, c'est que chaque équipe va travailler sur une feature qui lui est dédiée. Donc, la livraison des features va être facilitée parce que chaque équipe est responsable de sa feature et est capable de développer tous les composants techniques nécessaires à cette feature. Donc là où on avait en inconvénient des dépendances techniques avec le petit goulot d'étranglement, ici l'équipe va être indépendante techniquement des autres équipes et va pouvoir développer sa feature comme elle le veut d'un point de vue technique et donc va pas y avoir besoin d'attendre que d'autres équipes finissent leur développement avant de pouvoir livrer une feature. Donc normalement les livraisons des features vont être facilitées. Meilleur alignement avec les enjeux métiers parce que l'équipe dans la feature team va de toute façon être définie par rapport à un enjeu métier. Donc ça peut être la partie vente, la partie gestion des stocks ou la partie profil utilisateur. Donc l'équipe va être en contact avec un unique business owner ou du moins de business owner que dans une component team et va pouvoir échanger son point d'entrée par rapport à tout son travail. Ça va être d'abord des enjeux métiers. Donc l'équipe est indépendante techniquement, donc réduction des goulots d'étranglement, je l'ai déjà dit. Donc petite chaîne brisée et livraison facilitée, bon c'est un peu la même chose que le premier point. Donc ça c'est pour les avantages. Pour les inconvénients, alors premier inconvénient c'est que l'équipe va nécessiter toutes les compétences techniques en son sein afin de pouvoir développer ce qu'elle a développé, sa feature. Donc ça veut dire que dans la même équipe il faudra des devs web, des développeurs back-end, des développeurs mobiles, etc. Donc au sein d'une petite équipe de 10 personnes, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de développeurs pour chaque, alors 10 personnes ou moins, il n'y aura pas beaucoup de développeurs pour chaque technologie. Donc la conséquence de ça, c'est que l'équipe sera moins spécialisée techniquement. Donc la qualité technique de l'application peut être moindre, la qualité qui en résulte. Si on a 10 développeurs spécialisés dans le back-end et qui interagissent tous et qui font toutes et tous les mêmes, ça peut être des développeurs et des développeuses s'ils travaillent tous de manière coordonnée, qui font tous les services de back-end, ils vont s'entraider, il va y avoir une émulation à l'intérieur de l'équipe, et il va y avoir des leaders techniques qui vont pouvoir aider ceux qui sont plus débutants au sein de l'équipe. Donc on peut imaginer que le produit de cette équipe va être d'une meilleure qualité. Alors que si on est dans une feature team où il y a 2 développeurs back-end, 2 développeurs front et 2 développeurs Angular et 2 développeurs mobiles, on peut imaginer que l'équipe sera moins forte d'un point de vue technique, tout simplement parce qu'il y aura moins de personnes dans l'équipe.
Alors, c'est pas forcément le cas, on peut aussi avoir des gens très bons, mais normalement, vu que c'est moins spécialisé techniquement, ça devrait être moins poussé techniquement aussi. Ensuite, l'autre problème qu'il peut y avoir avec des feature teams, c'est le risque d'incohérence technique entre les features. Donc, toutes les features vont porter en leur sein back-end, web et mobile. Mais à la fin, tout doit être réuni au sein d'une même application. Imaginons qu'on a une équipe qui fait la feature par exemple site web et qui décide que les échanges entre les fronts web et mobile et le back doivent se faire avec une API REST qui échange du JSON par exemple dans un certain format JSON. Donc ça c'est un choix technique, et imaginons que l'autre équipe qui doit gérer le back-office utilisateur décide d'un format différent et que les web services ils doivent communiquer avec les fronts en XML. Donc si les équipes sont vraiment indépendantes, ils pourraient faire des choix comme ça différents. Et bah quand on réunira l'ensemble à la fin, ça peut poser des incohérences parce que même si les features sont séparées, à bout d'un moment quand même, la partie vente doit communiquer avec la partie back-office. Donc voilà, ça dépend de comment on architecture, mais c'est un risque qu'il y ait des incohérences techniques. Alors là, je prends un exemple très simpliste. En général, il n'y aurait pas ce problème sur des échanges entre des API et leur front, mais bon, ça peut arriver. Mais bon, pour des tas d'autres exemples un petit peu plus pointus, un petit peu plus précis, il peut y avoir ce risque d'incohérence technique entre les features. Parce que chaque feature team est responsable de l'ensemble des composants, donc peut faire ses propres définitions au sein de chaque composant. Là où dans la component team, au sein d'un composant, il n'y a pas vraiment d'incohérence technique parce que c'est la même équipe qui développe tout un composant en entier. Bon, après, c'est pas forcément une fatalité parce que donc dans l'organisation Safe, comme on l'a vu la dernière fois, en dehors des teams, il y a les systèmes architectes qui eux justement ont le rôle de se prémunir contre ces incohérences techniques, de faire des choix techniques et d'accompagner toutes les équipes, même si ce sont des feature teams, donc de faire des recommandations, etc., de conseiller les équipes. L'autre problème qu'il peut y avoir par rapport au feature team, c'est que chaque équipe n'a pas une vision fonctionnelle d'ensemble. Chaque équipe va maîtriser seulement une petite partie fonctionnelle, soit le site de vente, soit le profil utilisateur, soit le back-office utilisateur. Donc au niveau de l'expérience utilisateur, au niveau des workflows utilisateurs qui font intervenir toutes les features de l'application, ça peut poser problème. Il peut y avoir des différentes approches fonctionnelles. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Alors là aussi, dans la méthode Safe par exemple, vous avez au-dessus, au niveau train, les UX/UI, donc qui eux sont censés se prémunir de ça et s'assurer que même si on est en feature team, on va avoir une organisation cohérente à travers toutes les features. Donc c'est plus la partie UX, User Experience. Donc pourquoi j'insiste là-dessus, pourquoi malgré les inconvénients des feature teams, j'insiste sur le fait que c'est pas forcément une fatalité et qu'on peut le corriger, c'est parce que dans les méthodes agiles, on aura tendance à être plus en feature team qu'en component team. Alors pourquoi c'est comme ça ? Alors là je reprends mon slide méthode traditionnelle versus méthode agile. Donc méthode traditionnelle, ça serait Waterfall. Alors voilà, bon, j'aurais dû un peu améliorer les titres. Là, j'aurais dû mettre méthode agile ou alors j'aurais dû mettre Waterfall et Scrum de part et d'autre de cette ligne. Mais bon, dans les méthodes traditionnelles, en fait, chaque phase de la réalisation du logiciel va être réalisée par une équipe différente qui aura des compétences bien précises. Requirements, ça c'est recueil des exigences. Design, ça va être
conception, architecture du logiciel, implémentation, ça va être le codage, le développement, vérification, ça va être les tests, maintenance, ça va être la correction de bugs, le suivi de l'application en production par exemple. Donc normalement, chaque boîte de couleurs, ça va être une équipe différente avec des compétences spécifiques. Donc ça fait penser plus à component team parce que chaque métier est bien séparé et va intervenir dans un ordre successif. Et donc, si on reprend cette philosophie et si on a un très grand projet à faire en waterfall, on aura tendance à suivre cette même logique et à être en component team. Donc même s'il y a par exemple au niveau de l'implémentation, s'il y a plein de composants techniques avec des technologies différentes, on aura tendance à vouloir faire une équipe qui fera entièrement le back-end, une autre équipe qui fera entièrement le front-end, etc. Une autre équipe, une équipe Angular, une équipe mobile, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu la logique de siloter par compétence, par corps de métier. Alors qu'au niveau des méthodes agiles, par exemple Scrum, on a tendance à regrouper toutes les compétences au sein d'une même équipe et à décloisonner tout ça. Mais comme la communication est quand même essentielle et qu'on ne peut pas interagir au quotidien avec des dizaines et des dizaines de personnes comme on l'a vu en introduction, on va quand même devoir créer des équipes, mais cette fois-ci, on va reproduire cette organisation où on a toutes les compétences et la product owner pour l'aspect métier. On va le reproduire à plus grande échelle et donc on va faire un découpage sous forme de feature team. Donc l'idée des méthodes agiles, ça serait plutôt en principe de découper sous forme de feature team et pas de component team. Donc et d'avoir plusieurs feature teams avec plusieurs product owners qui chacun gère un aspect du produit. Aussi par exemple dans l'agilité, en particulier dans SAFe, donc ça intègre les principes du Lean Software Development et il y a un principe qui est important, c'est les value streams, les flux de valeur. Donc les flux de valeur, c'est comment une application apporte de la valeur à ses utilisateurs. Et en général, les flux de valeur, ils ne sont pas portés par des aspects techniques, mais ils sont plus portés par des aspects fonctionnels. Donc si on fait une analyse de flux de valeur, de value stream, et qu'on veut organiser notre train par rapport à ces value streams, ça va être de fait une organisation plutôt fonctionnelle. Donc bon, il peut toujours y avoir des exceptions, mais en principe, les value streams, on est d'abord centré utilisateur et avant d'être centré technique. Voilà, donc c'est pour ça que il y a quand même une différence au niveau des méthodes traditionnelles et des méthodes agiles à ce niveau-là. Alors ça, c'est une vision extrêmement simplificatrice des choses parce que c'est une introduction, il n'y a pas besoin d'en savoir vraiment beaucoup plus là-dessus, mais ça peut être plus compliqué que ça. En fait, on peut tout mélanger entre feature team et component team. Donc là, je vous ai mis un exemple qui est très classique. On peut très bien décider que tout le back-end, ça va être une component team qui va réaliser tous les web services qui vont être utilisés par l'appli mobile et le site web. Et pour les fronts, donc web et mobile, eh bien, on va avoir des feature teams séparés qui vont, elles, faire tous les composants sauf le back-end, qui lui sera commun à toutes les feature teams. Donc ça se pratique très souvent, ce genre d'organisation. Donc on peut même imaginer des tas d'autres découpages. Ça dépend vraiment de l'entreprise, donc c'est assez stratégique. Je ne peux pas vraiment donner de règles générales sur comment on découpe parce que là, chaque cas est différent. Donc il faudrait vraiment rentrer dans les détails du projet, de ses value streams, aussi de l'architecture et des contraintes techniques qu'il va y avoir sur le projet. Donc là, c'est un projet extrêmement simple, donc c'est facile d'imaginer des choses, mais dans la réalité des vrais projets industriels, ça peut être très complexe. Il peut y avoir aussi du legacy, des tas de contraintes techniques, etc.
Voilà, donc cette petite introduction, c'est qu'une introduction, et bien sûr c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors ensuite j'ai mis un slide que j'ai extrait du site de Safe. Donc dans Safe, ils reprennent quelque chose qui vient d'un livre Team Topologies, qui va un peu plus loin que ça. Donc comme c'est dans le site de Safe, je vous le reporte ici parce que ça peut être intéressant. Donc on va avoir 4 types d'équipes. Streamlined Team, alors ça c'est similaire à des feature teams. Comme je viens de le dire juste avant, si on va être aligné sur des flux de valeurs stream-aligned, eh bien en général c'est plutôt des features. Alors c'est pas forcément vrai, hein, parce que les flux de valeurs peuvent être portés par des composants techniques. Ça dépend de la nature du projet. Il y a des projets qui peuvent être techniques et qui sont drivés par des aspects techniques avant tout. Mais voilà, donc ça vous donne une idée. Donc Streamline Team, ça va être, si on veut simplifier, ça va être un peu comme Feature Team. Complicated Subsystem Team, bah ça peut être rapproché de Component Team. Platform Team, bah ça c'est ce que je vous montrais ici. Une plateforme team, ça va être approprié pour tout ce qui est back-end et qui va servir de plateforme à tout un tas d'autres composants et de features, qui est donc plateforme commune. Donc ça typiquement c'est pour les API. Et Enabling Team, donc ça va être des équipes qui seront spécialisées sur des aspects techniques pointus, ça peut être de la sécurité, des tests automatisés. Alors ils font pas forcément des composants à proprement parler, mais ils vont être spécialisés sur des aspects techniques. Et éventuellement ils vont pouvoir intervenir au sein des autres équipes. Donc on le voit ici, ils sont mélangés avec Streamline Team. Donc c'est une équipe qui porte certaines compétences particulières et qui vont intervenir au sein des autres équipes pour leur expertise. Voilà, donc bien sûr, si on parle de team topologies, d'organisation, ça peut être assez riche. Mais c'est tout pour aujourd'hui et pour cette vidéo. Alors, comme je l'ai dit en introduction, cette vidéo ne porte pas spécialement sur Safe, parce que tout ce que j'ai dit, c'est pas uniquement lié à Safe, même si j'ai repris quelques éléments qui sont dans Safe. C'est valable pour tout ce qui est organisation à l'échelle. Donc il n'y a rien de véritablement spécifique à Safe. Donc je reprends ma big picture de la dernière fois. Et en fait, le code couleur, c'est qu'en bleu, c'est ce qu'on a fait dans les précédentes vidéos. En rouge, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Il n'y a rien à encadrer en rouge parce qu'en plus, ça n'apparaît pas cet aspect sur la big picture. Mais dans la prochaine vidéo, on fera tout ce qui est backlog. Donc team backlog, ART backlog. Donc voilà. Enfin, un petit peu de bibliographie. Donc vous avez le site de Safe qui a une page dédiée, Organizing Agile Team and ART Team Topologies at Scale. ART, ça veut dire Agile Release Train, c'est un train Safe. Donc la page de Safe est assez détaillée. Est-ce que je peux cliquer dessus? Donc si vous êtes intéressé par ça, on retrouve le schéma que j'ai pris, hein. Vous pouvez en lire plus, mais surtout tout ce que je vous ai dit, alors c'est qu'une introduction extrêmement légère. Si vous voulez aller vraiment plus loin, vous avez ce livre Team Topologies de Matthew Skelton et Manuel Pais, ou Pais, je ne sais pas comment on dit, donc qui explique ça en détail. Et d'ailleurs, la méthode Safe a repris de ces deux auteurs les grandes lignes de leur concept. Donc ce livre est vraiment dédié à ce sujet de Team Topologies. Donc si jamais ça vous intéresse, il faut vous procurer ce livre. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.